Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast sans spoiler car il est réalisé par un lecteur de la saga et un non-lecteur de la saga. C'est bon, tu peux parler, Guillaume. Bah, tu veux que je dise quoi? Ah, je sais pas. Donc on est parti pour le chapitre 4, le premier chapitre de Daenerys. Ouais, c'est ça. Nouveau personnage Nouveau personnage introduit. personnage très important. Alors, avant que tu me le demandes, je suppose que t'attends de moi que je te fasse un petit résumé comme la dernière fois. Exactement, un petit résumé s'il te plaît. Pas de problème. Alors, ce chapitre raconte l'histoire de Daenerys et son frère aîné Viserys, dernier survivant de la lignée Targaryen et héritier légitime du trône des Sept Couronnes, avant la prise de pouvoir par la maison Baratheon. Il raconte la vie et le combat pour la survie des deux orphelins sur un continent étranger, de leur fuite de Westeros, parce que maintenant on connaît le nom du continent, à la préparation de Viserys pour un éventuel retour au pouvoir. Parce que Viserys prévoit de marier sa sœur Daenerys à Khal Drogo, une personne influente sur l'autre continent, avec un fort pouvoir militaire, qu'il compte bien utiliser pour mener une guerre sur Westeros et ainsi renverser le règne des Baratheons. Oh là là, quel résumé. Alors là, franchement, j'aurais pas fait mieux. Et ouais, mon gars. Il était excellent celui-là. Impressionné. Ok. Non, franchement, déjà que le résumé du chapitre 3 était pas mal. Là, tu step up d'épisode en épisode. Impressionnant. J'ai un bon maître. Ok. Alors, bon, ce chapitre, il est assez dense, je suis d'accord, il y a beaucoup de choses à dire. D'habitude, on attaque les épisodes un peu par ordre chronologique. Mais là, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit au tout début du podcast, c'est plutôt te demander de me faire un autre résumé de ce que tu as compris, de ce que tu sais par rapport à l'histoire de Daenerys et de Viserys. J'aimerais commencer par là, parce que avant tout, c'est vrai que dans ce chapitre, comme tu l'as dit, on évoque l'histoire de ces deux personnages, et donc elle est très bien détaillée. Donc j'aimerais que tu me dises, toi, ce que tu as compris, ce que tu as retenu, et que tu en parles aussi aux auditeurs. Alors, si on devait se focaliser un petit peu plus sur la fuite des deux frères, du frère et de la sœur, donc il y a eu on comprend on avait déjà compris depuis un moment qu'il y a eu un moment où le pouvoir a été renversé, et par conséquent... C'est vrai que ça, on avait déjà parlé déjà dans l'épisode de Bran, on avait déjà parlé un peu des Targaryens, mais là, alors, le chapitre est vraiment centré sur eux, donc on va l'explorer en totalité, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, eux, les deux, ont été réfugiés donc à Père Dragon. On en avait déjà parlé, je sais plus à quelle occasion, mais on en avait déjà parlé de cette île qui est à l'est. On peut la retrouver sur la carte du Sud. Alors, non, d'abord, juste, je rectifie un point parce que alors c'est un passage quand même assez important, donc j'aimerais vraiment être très précis sur tous les points. On sait, tu viens de le dire aussi qu'il y a eu une révolte. Ouais. Bien d'accord? De Robert Baratheon. Ouais. Ok. À ce moment-là, les deux, c'est dit dans le texte, hein, Viserys avait 8 ans à ce moment-là. Avait 8 ans et Daenerys n'était pas encore née. Voilà, elle est encore dans le sang de sa mère. Et donc, lors de la révolte, ils ont fui à Père Dragon. Et à partir de là, en fait, Viserys avait fui avec sa mère. Mm-hmm. Et sa mère a donné naissance à Daenerys à Père Dragon. Ouais, 8 jours plus tard. Et est morte en couche. D'accord. À partir de là, il leur restait quelques fidèles. Enfin, on comprend que les personnes qui, à la base, servaient la maison Targaryen avaient prévu de les vendre à ceux qui menaient la révolte, mais qu'ils avaient quand même quelques braves hommes qui leur étaient fidèles et qui ont prévu leur fuite vers un autre continent. D'accord. Tu te souviens de l'homme principal qui les a protégés ? Oui. Il se nomme Ser Willem Darry. Ok, Willem Darry. Est-ce que tu as cherché, du coup, si tu m'en as pas parlé, je suppose que tu n'as pas cherché dans les appendices par rapport à la maison Darry ? J'ai pas cherché son nom. Ok.
La maison d'Harry, c'est une maison qui est vassale de la maison des Tully. Alors, tu te souviens, les Tully, on en avait parlé dans le dernier épisode, parce que la Catelyn, la femme de Ned Stark, vient de cette maison, en fait. Ouais. Et donc, voilà, donc la maison d'Harry, c'est une de leurs maisons vassales, entre guillemets. En ce moment même, c'est sœur Raymond d'Harry Raymond d'Harry, pardon, qui la dirige. C'est juste pour faire un point, parce qu'il y a une nouvelle maison qui a été introduite, donc on pose le point en charge des appendices, et puis comme ça, on la retient un peu. D'accord. Ok, continue. Donc Willem Darry a aidé à leur fuite et ils ont atterri, ils ont pris la mer et ils ont atterri à Bravos. Ouais. À partir de là, ils se sont mis à errer, à un peu dilapider le peu de fortune qu'il leur restait. On apprend même que tristement, même la couronne de la mer y est passée. Enfin, il y a plusieurs villes qui sont citées, Bravos, Myre, Tiroche, ainsi de suite. Et le dernier lieu qu'on a et l'endroit où se situe le chapitre, c'est Pintos, il me semble. Si c'est ça. C'est ça. La Exactement. cité libre de Pintos. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je disais juste qu'à Pintos, ils étaient accueillis par un autre personnage qui est cité dès la première page du chapitre, Maître Ouais. Illyrio, qui semble être un marchand, enfin très riche et qui a beaucoup d'influence, qui semble avoir beaucoup d'influence dans la ville de Pintos. Donc là, on a un peu retracé leur chemin à partir de quand Daenerys est née jusqu'au chapitre actuel. Et donc, comme tu le dis, qui sont en Pintos chez le maître Illyrio. Alors, je voudrais juste revenir par rapport au début de cette révolte. On sait que Robert Baratheon, le roi actuel, a été recherché et peut-être... on sait qu'en tout cas, l'ancien roi, Aerys Targaryen, a mis leur tête à prix. Bon, je sais pas si c'est vraiment leur tête à prix, mais en tout cas, qu'il les recherchait. Et que donc, à ce moment-là, Jon Arryn, la main du roi qui vient de mourir, dans le chapitre qu'on a appris dans le chapitre précédent, a cherché à protéger Robert et Ned. Oui. Je crois qu'on avait déjà parlé pareillement dans l'épisode sur Bran, dans le chapitre sur Bran, qu'il y avait eu plusieurs autres personnages qui étaient impliqués. Là, par exemple, le nom, par exemple, de la princesse Elia de Dorne est cité. Alors, est-ce que tu te rappelles des circonstances, enfin, pourquoi la princesse Elia de Dorne est citée dans les souvenirs de Daenerys, enfin, dans ce que Viserys a raconté? Alors, on avait parlé un peu de ça, ou il me semble, je crois que c'était dans le dernier chapitre qu'on avait vu ensemble. C'est l'épisode de Bran. De Bran. Ouais. On se souvient que Robert Baratheon avait tué le prince Rhaegar au bord du Trident et que la princesse Elia de la maison Martell, elle, était morte pendant le sac de Port-Réal. Ouais, c'est ça, c'est exactement, c'est ce qu'il dit, hein, les supplications de la princesse Elia de Dorne quand, arraché de son sang, le fils de Rhaegar. On le massacrait sous ses yeux. Ok, pareil, alors l'usurpateur, on comprend dans le texte, tu le sais aussi, mais que c'est Robert Baratheon. Oui, c'est vrai qu'il est pas cité, son nom n'est pas cité, mais on devine très facilement que qu'on parle de Robert. Ok. Et donc les deux, alors ce que Viserys qualifie des chiens de cet usurpateur sont la maison Stark et la maison Lannister. Alors par rapport à la maison Lannister, justement, est-ce que tu vois le lien, pourquoi les Viserys les détestent autant? Bah parce que tout simplement, c'est le Cersei et la reine de Westeros. Maintenant, on peut dire Westeros. Ouais. Mais surtout. Et la reine ah oui, bah bien sûr, parce que Jaime Lannister est le régicide et celui qui a tué en personne le roi Aerys Targaryen. Yep, exactement. Et par rapport à ça, on apprend que Robert a mis justement la tête de Daenerys et de Viserys à prix, qu'il les recherche, qu'il les envoie des tueurs. Ça pose une question. Alors, est-ce que c'est Robert qui en veut aux Targaryens jusqu'à justement chercher ses deux enfants, ou est-ce que c'est la maison Targaryen qui en voulait d'abord Robert? Parce que tout ce qu'on sait, pour l'instant, c'est que Aerys, lui, en voulait à Robert et à Ned. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Vrai. On ne sait pas pourquoi, mais c'est vrai. Mais c'est la cause initiale. Mais pour autant, maintenant que Robert est devenu roi, lui, maintenant, il recherche Viserys et Daenerys. Oui, c'est vrai
On peut éventuellement penser qu'il veut finir le travail, qu'il veut éviter justement ce que Viserys cherche à faire, récupérer le pouvoir, et ainsi terminer une bonne fois pour toutes, tourner la page une bonne fois pour toutes sur l'histoire des Targaryens. Maintenant, de là à aller tuer les enfants, en tout cas, c'est une stratégie qui a le mérite d'être très efficace. Voilà, en finir avec la dynastie qui cherche à reprendre le pouvoir, ça c'est sûr que c'est efficace. Après, savoir si derrière, est-ce qu'il y a une raison plus profonde chez Robert qui le pousse à rechercher Viserys et les derniers Targaryens, ça c'est vrai qu'on le sait pas encore. Donc, comme tu l'as dit, là actuellement, les deux derniers Targaryens, sont à Pentos chez Maître Illyrio. Donc le chapitre commence par une scène où Viserys apprête sa sœur Daenerys avec une robe apparemment très fine de grande facture, un cadeau de ce Maître Illyrio. Viserys a l'air très impatient à l'idée d'un événement qui se passera dans la soirée, qui concerne aussi Daenerys, puisqu'elle doit avoir l'air d'une princesse d'après lui. Ouais. Donc elle s'interroge sur les cadeaux et la générosité de ce Maître Illyrio. C'est vrai que du coup, Illyrio, on le décrit comme tu l'as dit, comme quelqu'un d'assez riche, qui est décrit dans le chapitre comme étant un marchand d'épices, de gemmes, d'os de dragon. Alors pour l'instant, justement, on a la notion de dragon. C'est vrai que dans les appendices, on sait que les Targaryens ont comme bannière un dragon à 3 têtes. On sait que Aegon le Conquérant est décrit comme étant Aegon le Dragon. C'est dit aussi à la fois dans les appendices et dans le texte par Viserys que les Targaryens ont le sang du dragon. Donc, alors, est-ce que les dragons existent? Est-ce que c'est une entité comme peut l'être, par exemple, on a décrit les autres dans le prélude, mais pareil, Bran, je sais pas si tu te souviens dans les histoires racontées, à parler de géants, de ghouls. C'est vrai qu'il y a, en tout cas, ces créatures mystiques sont citées dans le texte. Mais bon, si on arrive à faire un marché et devenir extrêmement riche sur des autres dragons, on peut penser que la plupart des personnes croient à l'existence des dragons et que ça semble être un fait. En tout cas, pour eux, ça semble être un fait. Les dragons existent. C'est ça. Bon, en tout cas, il est assez riche. On apprend même qu'il a une panthère dans sa ménagerie, à un moment dans le chapitre. Mais du coup, ce qui est assez bizarre, on sait dans le chapitre que justement les Targaryens ont de moins en moins de fidèles. Que, tu vois, ils ont erré, Viserys et Daenerys, de sa naissance jusqu'à maintenant, jusqu'à ses 13 ans, et qu'au fur et à mesure, ils ont eu moins en moins d'accueil par leurs supposés fidèles. Pourtant, Maître Illyrio les accueille et justement leur fait des cadeaux. Ça fait depuis 6 mois qu'ils sont dans son manoir. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Viserys, en tout cas, il a sa petite théorie. Il sait pertinemment que le jour où je recouvrirai mon trône, je n'oublierai pas mes amis. Donc, l'une des théories qui est celle de Viserys, c'est que Illyrio croit sincèrement au possible retour des Targaryens au pouvoir et qu'il compte ainsi être un proche du roi de Westeros. Ok, est-ce que c'est ce que tu penses? Alors, c'est pas impossible, mais c'est vrai quand même. C'est pas forcément. Enfin, c'est aussi facile de croire qu'il y a une autre idée derrière, parce que de là à accueillir, c'est juste 2 gosses quoi. Enfin, ça a beau être des Targaryens, ça reste 2 gosses et 2 gosses tout seuls, ça récupère pas forcément le pouvoir. Enfin, il a pas de garantie, il a pas de réelle garantie dans ce qu'il fait. Ouais. Donc peut-être il a aucune garantie. Alors si, il a quand même une garantie parce que on sait que le marché qu'a conclu Viserys avec Khal Drogo, c'est de donner sa sœur contre cette armée de Dothraki. Mais soit, mais il y a encore du chemin à parcourir avant de reconquérir les 7 couronnes. Donc peut-être qu'il a une idée derrière la tête, mais j'ai pas, à part, je sais pas ce qu'il pourrait gagner de 2 Targaryens, à part ce que Viserys plus ou moins lui promet. Je vois pas trop ce qu'il a gagné à part ça. Donc c'est un peu la seule théorie qui est valable pour moi
de ce que j'en sais pour l'instant, la théorie de Viserys, ça me semble être la plus probable. Mais alors du coup, il faut se poser la question, si on continue sur la logique, pourquoi Khal Drogo accepte... alors, je sais pas si c'est un échange équitable pour lui, Oui, mais accepte une fille de 13 ans contre une armée. c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, pour l'instant, c'est vrai qu'on connaît pas grand-chose de Khal Drogo, à part qu'il a énormément de pouvoir, qu'il est invaincu en duel parmi les Dothraki, parce qu'il a pas coupé sa natte, enfin sa queue de cheval. C'est que bon, qu'il est très puissant, très respecté, mais c'est vrai pourquoi il accepte. Après, peut-être que lui aussi veut. Déjà qu'il a du pouvoir sur l'autre continent, peut-être qu'il veut aussi du pouvoir à Westeros. Peut-être que ça l'intéresse aussi. Alors moi, mais je suis pas... Enfin, même si ça l'intéressait, il aurait pas besoin d'une fille de 13 ans pour... tu vois. Parce que c'est vrai que nous, on a vu la série, c'est vrai que, juste pour petit aparté, que Daenerys, elle est assez jeune comparée à ce à quoi elle ressemble dans la série. Dans la série, jamais de la vie dans la série, je pensais qu'elle avait 13 ans. Et je pense qu'elle a pas 13 ans dans la série. Non, elle doit avoir 20-25 ans, l'actrice à l'époque. Enfin, voilà. Peut-être que, pourquoi pas. Si c'est, oui, c'est vrai que dans l'absolu, si Khal Drogo est aussi puissant qu'on le dit dans le chapitre, il peut aller tout simplement conquérir Westeros sans demander rien à personne. Mais peut-être qu'après avoir comme femme l'héritière légitime, ça lui permet aussi d'asseoir un pouvoir qui est lui-même plus légitime. Quand on arrive à conquérir un pays, qu'on a de la légitimité derrière. Le pouvoir c'est pas le même entre juste être un simple occupant être un envahisseur et simplement et avoir de la légitimité derrière, il y a ces deux pouvoirs qui sont très très différents. Ok, j'aime bien ta réflexion, merci pour celle-ci. Je pense qu'on y reviendra à un moment ou à un autre lorsqu'on avancera en tout cas dans les épisodes et dans les chapitres, mais j'ai bien aimé ta réflexion. Je dis pas qu'elle est vraie, mais j'ai bien aimé en tout cas. Alors, justement, Daenerys, elle en doute justement de ce que dit Viserys et des cadeaux d'Illyrio, puisqu'il a la réputation de trahir pour de l'argent. C'est-à-dire que, alors je sais plus la phrase exacte, mais elle dit qu'il n'a jamais eu un ami qu'il n'aurait pas trahi pour une assez conséquence d'argent. Oui, trahir au plus juste prix, c'est ce qu'il dit. Ouais. C'est vrai que lui, si sa religion c'est l'argent, c'est quelqu'un qui voit loin, quoi. Mais alors, il faut se poser la question. On sait que Robert Baratheon est le roi et qu'il a engagé des tueurs pour les Targaryens, pour Daenerys et Viserys. Alors, si Illyrio est à se prendre l'argent, pourquoi ne les a-t-il pas trahis et les a envoyés à Robert? Enfin, ça fait depuis 6 mois qu'ils sont là. Donc, je pense qu'en 6 mois, il aurait eu le temps d'avertir Robert qu'il avait les Targaryens en sa possession. C'est vrai qu'il aurait pu vendre depuis très longtemps les Targaryens, les vendre à la maison Baratheon, c'est vrai. Donc c'est qu'il a une idée derrière la tête, c'est qu'il voit encore plus loin. Ok. Donc ça voudrait dire quoi? Que il y a quelqu'un encore plus offrant pour les Targaryens que... Alors, tu crois vraiment que justement ça sera de l'argent, le but réel de cet échange où il est l'intermédiaire? Ou est-ce que tu penses qu'il y a une raison plus profonde? S'il y a quelque chose qui peut être plus intéressant que l'argent, c'est du pouvoir. Donc tu penses? Ou alors quelque chose qu'on connaît pas sur lui, qui chérit encore plus précieusement que l'argent. Enfin, c'est vrai que pour l'instant, c'est difficile de se faire une idée sur ce que veut réellement Maître Illyrio. C'est difficile de se faire une idée là-dessus. Tous ces doutes-là, Daenerys, elle n'ose pas en parler à son frère pour ne pas réveiller le dragon. Alors, qu'est-ce que tu as compris sur le fait du terme réveiller le dragon? J'ai l'impression que c'est... on sait bien que, au cours du chapitre, on comprend bien que Viserys a tendance à maltraiter sa sœur. Ouais. Je suppose qu'il lui fait des misères, quoi. Quand réveiller le dragon, c'est sa belle façon à lui de dire lui faire des misères. C'est ce que je comprends là-dedans. Je sais pas ce qu'il fait exactement, mais ça semble terrifier assez fortement Daenerys. Même si elle a trouvé, au cours du chapitre, on voit qu'elle a trouvé des choses encore plus terrifiantes que son propre frère. D'accord. Alors, juste par rapport à ça,
tu me dis que pour toi, ça signifie qu'il la terrifie. En tout cas, peut-être qu'il la bat ou qu'en tout cas, il soit violent avec elle, c'est ça? Ouais. Par contre, du coup, si tu regardes, alors moi c'est à la page 2, mais je sais que t'as pas la même édition que moi, mais tu vois, lorsque il essaye, enfin en tout cas il vérifie si elle est bien apprêtée pour ce soir, il vérifie même au niveau de son physique, et à un moment donné, il lui dit, tu ne souhaites pas réveiller le dragon, je pense. Enfin, alors, juste un peu, avant, il dit, et gare à toi, si tu me manques ce soir, tu ne souhaites pas réveiller le dragon, je pense. Donc par rapport à cette phrase, t'en penses quoi? Bah, en gros, moi, ce que je comprends, c'est que si tu me manques ce soir, c'est-à-dire si tu me fous la honte, c'est un peu comme ça que je l'ai compris. Si tu me fous la honte ce soir, Ah d'accord, c'est comme ça que tu traduis la ouais, phrase, et si tu me manques ce soir, d'accord. ouais, c'est comme ça que moi je traduirais la phrase. Si tu me fais des honneurs, si tu me fous la honte, quoi. Je sais pas si tu me manques ce soir. Comment, est-ce qu'il la viole déjà ou un truc comme ça. Que si jamais ce soir t'es pas, bon, franchement, je sais pas exactement. D'accord. Tac, donc Viserys rappelle ensuite Daenerys sur son physique et la prévient d'être bien préparée pour que Khal Drogo soit satisfait d'elle. Ouais. Et elle se surprend ensuite à penser à Raesh Andali, le pays des Andals, comme le nomment les Dothraki. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a déjà évoqué du coup le nom des Andals. Et on comprend là que, en fait, les Andals, c'est ceux qui sont nés sur Westeros. C'est les... Alors toi tu comprends ça? Ouais, bah pour moi c'est ça. On a les premiers hommes, ils sont venus de, je t'avoue, je sais pas où, mais ils sont venus. Ils ont migré sur Westeros à un moment. Les Rhoynar aussi. Que les premiers hommes, j'ai l'impression, c'est plus au nord et les Rhoynar plus au sud. Et que les Andals, c'est ceux qui sont natifs, quoi. D'accord. C'est un peu comme ça que je l'ai compris. Je sais pas si c'est vrai. C'est un peu comme ça que je l'ai compris. Et que c'est pour ça qu'on appelle ça le pays des Andals. Alors que les Dothraki appellent ça le pays des Andals. Ouais, les Dothraki appellent ça le pays des Andals. D'accord. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Westeros, comme le nomment les habitants des cités libres. Ouais. Alors, on a une notion, justement, on a une première notion des cités libres, mais pour l'instant, tu vois pas ce que c'est en tout cas. Non. D'accord. Bah, alors, par contre, alors, du coup, elle a aucun souvenir de ce pays. Tout ce qu'elle a, enfin, tout ce qu'elle connaît, c'est par rapport à Viserys qui lui a donné son point de vue et ses souvenirs à lui. Mm-hmm. Et donc, comme tu l'as dit, enfin, comme je sais pas si c'est moi qui l'ai dit, Viserys n'avait que 8 ans lors de la révolte de Robert. Et donc, elle se met à penser à justement à cette révolte et ce qui a suivi depuis, dont on a parlé tout au début de l'épisode. Puis, entre les deux esclaves d'Illyrio, qui ont la tâche de laver Daenerys, elle a pas l'air d'être très atteinte par l'eau bouillante, et selon Viserys, c'est un trait typique des Targaryens, qui sont justement les dragons. Ouais. On dit rien n'était jamais trop brûlant pour un Targaryen. Ok. Donc, ces esclaves lui parlent de Drogo, qu'il est extrêmement riche, qu'il possède 100 000 cavaliers, qu'il a son palais gigantesque à Vaes Dothrak. Ok, donc notion aussi de Vaes Dothrak. Alors, Vaes Dothrak, ça a été cité là maintenant, comme je viens de t'en parler, au tout début du chapitre, quand on disait que Maître Lieu possédait, paraît-il, des amis dans chacune des 9 des cités libres, et même au-delà, du côté de Vaes Dothrak et des comtés fabuleuses qui bordent la mer de Jade. D'accord. Si on comprend bien, Vaes Dothrak et la mer de Jade, ça doit être des extrémités de ce continent, en tout cas. Ouais. Ou du continent de Westeros, on n'en sait rien pour l'instant. Donc, on comprend qu'elle doit l'épouser, ce Khal Drogo, ce qui la surprend, car dans la tradition des Targaryens, ils doivent se marier entre eux pour préserver la pureté de la lignée, et ça depuis Aegon le Conquérant. Le Conquérant. C'est vrai que oui, ça c'est vrai que c'est étrange de la part de Viserys d'offrir sa sœur aussi facilement, sachant que la tradition des Targaryens c'est quand même de QLF quoi, que la famille. Exactement. Alors, juste par rapport à Targaryen, justement, ils ont gardé la pureté de leur lignée. Alors, est-ce que tu peux me dire les 2 traits typiques des Targaryens, physiques en tout cas, qui apparaissent à la fois chez Viserys et chez Daenerys? Alors on a les yeux clairs, ce violet, enfin violet pour ceux de Daenerys, on n'a pas ceux de Viserys, mais peut-être sûrement pareil. Et les cheveux soit or, soit
soit blanc. Je crois que même c'est dit dans l'appendice leurs traits. Alors il y a, ouais, voilà, on l'a dans l'appendice, yeux lilas, indigo ou violet et chevelure or argent ou blanc platine. Donc ça, c'est justement, c'est des traits qui ont été guerriers depuis Aegon le Conquérant, car lui-même, il a épousé ses deux sœurs. Est-ce que tu te souviens du nom des deux sœurs de Aegon le Conquérant? Visenya et Rhaenys. Ok, donc il a épousé ses deux sœurs, et donc il a eu des enfants de chacune. Ouais. Ok, donc là je vois que t'es sur l'appendice, donc je vais juste préciser, la bannière des Targaryens, c'est un dragon à 3 têtes, rouge Ouais. sur noir, et leur devise c'est feu et sang, fire and blood. Donc c'est vrai que c'est assez chelou que, comme tu dis, que Viserys, alors lui qui a l'air si fier des Targaryens, Ouais, c'est si vrai. fier de son sang, de sa lignée, propose sa sœur justement, alors que normalement c'est elle qui devrait l'épouser pour, enfin en tout cas pour que Khal Drogo lui donne son armée pour qu'il aille reconquérir Westeros. Ouais. Il y a une chose qu'on n'a pas expliqué aussi, c'est pourquoi Viserys déteste, enfin maltraite autant sa sœur. Mhm. On a une petite piste qui est donnée à un moment, Ouais. et enfin, on a l'impression qu'il en veut à Daenerys d'avoir entre guillemets tué sa mère au moment de l'accouchement. Ah, où tu vois ça? Alors, je peux pas te donner la page exacte, mais on a un passage. Alors, je peux pas te donner la page parce qu'on n'a pas. Enfin, moi, c'est un e-book, donc on n'a pas la même pagination, mais il dit à un moment, alors, j'espère que tu me crois sur parole, et là-dessus, crime irrémissible aux yeux de Viserys, mère était morte en la mettant au monde. Mhm. C'est une des pistes. Ok. C'est vrai que j'avais pas noté ça du tout, donc merci de me l'avoir fait remarquer. Maître Lyrio apparaît soudain, assez gros mais paraît assez riche, on l'a déjà dit, orné de plusieurs bagues, une barbe couleur dent au même titre que ses dents. Il discute avec le roi légitime du fait que Khal Drogo aimera ou non Daenerys, qui n'est pas un choix habituel pour les Dothraki. Bon, ça on a déjà évoqué un peu, mais il attend de Khal Drogo et des Dothraki et de son, enfin, du coup, qui lui donne 10 000 hommes de son Khalasar. Donc le Khalasar, on comprend bien la définition. Alors le Khalasar, c'est l'ensemble des hommes Ouais, de Khal Drogo, un peu comme la maisonnée d'un seigneur. d'accord. 10 000, t'as dit? Ouais. Alors il dit que Viserys il dit que 10 000 hommes suffiront. C'est vrai que moi, il y a un truc qui m'a perturbé dans ce chapitre, c'est un peu la notion des chiffres sur l'armée de Khal Drogo. Ouais. On a des chiffres parfois qui sont un peu. Donc là, il y a une histoire de 10 000. À un moment, je sais plus, vers la fin, il dit il ira sur Westeros avec 40 000. À un moment, j'ai l'impression qu'on on parle de millions de Traki à un moment. Enfin, le chiffre, il me perturbe. Je sais pas si. Alors, là, tout ce qu'on sait, c'est que Khal Drogo, il a environ 100 000 hommes dans son 100 000 Khalasar, hommes. et que pour Daenerys, 10 000 Dothraki suffiront à reprendre Westeros. Pour Viserys, a Ouais. dit Daenerys. Pardon, pour Viserys. Il y a une histoire de 40 000 à un moment, je sais plus. Enfin, Alors, si tu retrouves, moi, je suis curieux. Là, je l'ai pas vu, je l'ai pas noté, donc si tu le retrouves d'ici la fin de l'épisode et tout, on le reprend. Hein. Ouais. Ah voilà. À la fin, enfin là, enfin c'est le max, hein, quand il dit, enfin quand il fait comprendre à Daenerys que il fera tout pour qu'il fera tout pour avoir les hommes de Khal Drogo, il lui dit bon, je les laisserai te baiser tous, chacun des 40 000 hommes et leurs chevaux en prime. C'est vraiment hardcore. Enfin voilà. Ouais. Et là, maintenant il a 40 000 Ah hommes. oui, d'accord. Ça sonne loin, d'accord. À un moment, je comprends plus rien, je t'avoue, en termes de nombre. Ben, c'est vrai que ça paraît assez vague, le nombre, Le nombre d'hommes de Khal Drogo. ouais, il paraît assez vague pour l'instant. Peut-être qu'on aura plus de précision après, mais en tout cas, on sait que c'est un nombre assez conséquent. Ouais. Donc, Illyrio rassure Viserys en lui confirmant que le peuple de Westeros attend le retour des Targaryens, mais Daenerys doute de ses paroles. Alors, pour l'instant, le seul peuple de Westeros qu'on a rencontré, c'est le peuple du Nord, les Stark. Et bon, on sait que Ned Stark, de toute façon, c'est un... Enfin, il a grandi avec Robert Baratheon, donc forcément, lui ne va pas attendre le retour des Targaryens au pouvoir. C'est-à-dire que lui-même a contribué au fait que la dynastie de Targaryens tombe. Ouais. Mais on n'a pas du tout l'avis, justement, des autres peuples de Westeros. Est-ce qu'ils sont satisfaits du règne de Robert? Est-ce qu'ils préféraient l'ancienne dynastie? Pour l'instant, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que d'après Illyrio,
le peuple, en tout cas, attend le retour des Targaryens. Ouais. Mais enfin, c'est vrai que il dit ça, mais enfin, ça sonne tellement beau. Enfin, c'est tellement une belle chose que t'apportes à l'oreille qui a le plus envie de l'entendre. Que, enfin bon, Non, mais pour c'est moi, vrai. ça sonne vraiment beau en tout cas. Ça me semble un peu très idéaliste que tout le monde en scred se mette à coudre des bannières pour les ressortir au moment où les Targaryens reviendront. Euh, et en plus, on sait à un moment, ça a été cité que le roi Aerys était surnommé le roi fou. Ouais. Je sais pas si les gens ont très envie de retrouver la dynastie d'un roi qui était surnommé le roi fou, quoi. Après, la dynastie Targaryen, enfin, je veux dire, le roi fou, ça représente qu'un seul roi sur une. Sur une longue dynastie, mais Alors, regarde. mais les gens de Westeros, eux, ils ont probablement vécu la majeure partie de leur vie sous le règne d'un roi fou, quoi. Alors, tu dis la majeure partie. Dans les appendices, on peut voir combien de temps a duré le règne d'Aerys. Hein. Ah. Et son règne a duré 21 ans. Ah bah quand même. 21 Alors, ans de roi fou. Après, on sait pas s'il est devenu fou après. ouais, ça, Ouais, ça c'est vrai qu'on sait pas. on sait pas à partir de quel moment on l'a désigné le roi fou. Enfin, je veux dire, enfin, en tout cas, les dates qu'on a, c'est daté à partir du débarquement d'Aegon. Et je veux dire, Aerys, il a régné de l'an 262 à 283 ans. C'est-à-dire qu'il y a quand même 261 années avant lui où il y a eu d'autres rois Targaryens. Ouais. En plus, t'as même la liste et tout dans les appendices. C'est pas, alors je veux dire, peut-être que lui, à lui tout seul, par rapport à son règne, a pu contribuer à justement vraiment la débauche de sa lignée. Mais c'est possible qu'il y ait quand même quelques gens qui soient nostalgiques justement du fait que les Targaryens soient sur le trône. C'est possible. C'est possible. En tout cas, c'est vrai qu'on peut pas confirmer ou infirmer ce que dit Maître Illyrio, mais moi, en tout cas, C'est ça. ça me semble tellement beau. Enfin, te dire ça à Viserys, ça me semble être un peu. On a un exemple hein, avec William Darry par exemple. William Darry, cet homme qui a sauvé les Targaryens d'être vendus ou en tout cas d'être donné à Robert. On sait qu'il y a des gens qui leur sont, C'est vrai. enfin en tout cas on a l'exemple d'une personne qui lui est fidèle, qui leur sont fidèles pardon. Ils arrivent ensuite à la résidence de Khal Drogo, offerte par alors je sais plus comment on appelle ça, les patrides de Pentos. Voilà, les patrices de Pentos, dont fait partie Illyrio. Car il explique à Viserys que alors, ils n'ont pas peur, d'après lui, des Dothraki, mais bon, on n'est jamais sûr de rien, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont leur donner en gage de sécurité. Et donc, ils sont accueillis par un Immaculé. Alors, Ouais. l'Immaculé. Est-ce que tu as noté les deux traits typiques qui leur sont associés? Bah, on a leur tenue déjà. C'est-à-dire Ils portent une toque et une toque à pointe de bronze. Ouais. Et on sait que ce sont des eunuques. Donc, Ok. qu'on les a castrés. C'est ça. Donc, les Immaculés, ça a l'air d'être des sortes de gardes. Comme tu l'as dit, toc à pointe de bronze, et ce sont des eunuques. Bon, alors c'est quelque chose qui a l'air d'être... Enfin, je pense pas que... En tout cas, je sais qu'ils ne sont pas nus dans cette scène. Donc c'est quelque chose qui a l'air d'être de connaissance commune. Ouais. Ça a l'air d'être des gardes assez particuliers, parce qu'ils sont pas désignés justement comme des simples gardes, mais comme justement, en tout cas une faction, les Immaculés. Ouais. Donc c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'ils sont cherchés par Robert Baratheon, qui cherche à les tuer. Et de nombreux hommes sont présents dans cette résidence, Daenerys étant la seule femme. Alors, ça, on va en parler un peu après dans l'épisode, quand on va parler de toutes les notions qui sont apparues dans ce chapitre. Mais en tout cas, il y a de nombreuses personnes qui sont présentes au niveau de ce palais. Et donc, Elciton d'y voir un chevalier de Westeros, Sir Jorah Mormont. Ouais. Ok, alors, on a déjà évoqué la famille Mormont dans ce podcast. Tu te souviens à quel moment? Alors, Mormont, bah, il me semble que c'est l'un des personnages importants de la garde de nuit. D'accord. Après, me souvenir exactement, il appartient à quelle maison, je suis plus sûr. Je ne sais plus exactement à quelle maison il est affilié. Alors, la famille Mormont. Mormont, c'est une maison vassale de la maison Stark. Stark. Tu te rappelles pas, alors, tu te rappelles
de leur lieu de résidence. Et il y a l'île aux ours. C'est ça, donc l'île aux ours. Donc c'est juste, c'est au nord de Westeros, hein. Au nord, un petit peu à l'ouest, je crois. Voilà. Juste au sud de la baie des Glaces. Donc, alors, on peut se douter que ce Mormon n'appartient pas à la garde de nuit. Vu que la garde de nuit, on sait qu'elle se situe au niveau du mur, qui est au nord de Westeros, et là, on est carrément sur un autre continent. Et alors, je crois que c'est Illyrio qui explique à Viserys pourquoi ce Jorah Mormon est présent ici. Tu te rappelles? Alors, je me rappelle et je me souviens de ne pas avoir totalement compris. Il disait avoir vendu quelques maraudeurs à un marchand d'esclaves de Tyrosh, Les Tyrosh, ouais. de Tyrosh, au lieu de les verser dans la garde de nuit. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai pas totalement compris en fait ce qu'il avait fait de mal. Un maraudeur, c'est un voleur, en fait, c'est un voleur de fruits, de légumes, de volailles dans les fermes, en fait. Et donc, alors, il a surpris les maraudeurs sur Ah oui, terre. c'est bon, j'ai compris. Et en gros, vu que la garde de nuit ils récoltent, enfin ils sont à la recherche d'hommes, ils prennent un peu. Alors, on sait, par exemple, dans le prélude, que justement, quand, je crois que c'était Will qui avait été surpris à braconner sur la terre des Mallister, Voilà. Et il avait été envoyé à la garde de nuit. donc il a récupéré des gens et au lieu de les envoyer à la garde de nuit, il les a donnés à des marchands d'esclaves. Ok. C'est ça. Donc, Bon. supposément, l'esclavage est interdit à Westeros. D'accord. En tout cas, sur la... Pas forcément. Pas forcément. Peut-être que c'est juste vraiment que. Enfin, c'est qu'il a enfreint la loi, quoi. C'est juste, normalement, ces gens-là sont censés être à la garde de nuit et qu'il les a donnés à quelqu'un d'autre. Peut-être que ça aurait pu être à quelqu'un d'autre et que. Je sais pas si l'esclavage est vraiment interdit sur Westeros, mais en tout cas, ces gens-là sont censés, d'après leur loi, partir à la garde de nuit et pas ailleurs. D'accord. C'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Alors, par contre, on sait que l'esclavage est interdit à Pentos. Ça, c'est dit dans le chapitre, et pourtant, Illyrio, il possède quelques esclaves. Oui. Alors, et moyennant pouvoir, moyennant finance et pouvoir, on peut se permettre quelques enfreins, quelques infractions en général, ouais. Okay. Ouais, pour moi, c'est juste quelqu'un qui a. Je pense que c'est vu que quand on a du pouvoir, on peut se permettre quelques infractions et ça m'étonnerait pas, avoir des esclaves dans un endroit où on n'est pas censé en avoir, quoi. Alors, est-ce que tu te souviens par rapport à la maison Mormon, c'est un petit test, qui règne actuellement sur la maison Mormon? Une qui a un nom particulier, Meiji, un truc comme ça. Ouais. Meiji Mormon. C'est ça. C'est ça. Donc c'est une femme. Ouais. C'est une femme. Meiji Mormon, c'est ça. Donc c'est juste un petit test pour savoir si tu t'en souvenais ou pas. Je suis content de voir que tu t'en souviens. Ça viendra souvent, je demandais souvent et tout le nom soit de leur famille, soit de leur terre, soit des personnes régentes. Ok. Donc, ça, je vais t'en souvenir. Okay. Et à ce moment-là apparaît Khal Drogo. Plus grand que tous les hommes présents, avec une démarche assez gracieuse, jeune, de 30 ans à peu près, la peau cuivrée et des anneaux de bronze lui entourant la moustache. Mm-hmm. Viserys lui apprend que chez les Dothraki, la longueur de leurs tresses est très importante. En effet, s'ils subissent une défaite, ils doivent la raser, et la tresse de Khal Drogo est très longue, personne ne l'a jamais vaincu. Mm-hmm. Donc ça veut dire que ça a l'air de quelqu'un qui est assez puissant. Ouais. Non seulement il a du pouvoir, enfin par le nombre, mais lui-même individuellement, c'est. Et on comprend quand même la logique de Trakis, c'est-à-dire pour être puissant et respecté, il faut être puissant soi-même. C'est la loi du plus fort en tout cas, c'est ce qu'on comprend chez les Dothraki, c'est que la loi du plus fort règne. Ok. C'est vrai qu'il a l'air, en tout cas d'après la description qu'on a, il a l'air très impressionnant ce Khal Drogo. Alors, du coup, on sait que en tout cas ils ont pas, c'est pas la loi française qui règne là-bas. Je veux dire, il a à peu près 30 ans, il va épouser une petite de 13 ans, même si on voit qu'elle est en train d'être formée. Par rapport à la description qu'on a de Viserys, qui lui pince un peu les seins qui sont en train de sortir d'après lui. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant que quelqu'un d'aussi puissant, d'aussi, je sais pas, que ce soit puissant au niveau de, comme tu l'as, de force militaire, force physique, et puis en tout cas de ses relations. Merde, je cherche un mot, mais je le trouve plus là. Bref, épouse, même si c'est une Targaryen, même si elle fait partie de la lignée qui a régné sur Westeros pendant près de 300 ans, l'épouse en tout cas. Ouais.
Et donc, c'est lui que Daenerys va épouser Assur Viserys. Et donc là, ça, il a sorti, tu t'en as parlé tout à l'heure par rapport au 4000, mais la phrase, moi, qui m'a absolument marqué lors d'un par lecture, que je citais, au besoin, j'aurais laissé tout son calassar te baiser, serait chacun des 40 000 hommes et leurs chevaux en prime, si cela devait me fournir mon armée. Remercie-moi, c'est seulement Drogo. À la longue, tu rendras peut-être à l'apprécier. C'est vrai que, franchement, c'est assez violent comme Ouais, phrase. là, c'est franchement, c'est le summum de la fille de puterie là quand même, hein. Non, c'est vrai que Viserys, on comprend plein de choses sur lui dans ce chapitre. C'est vrai que Daenerys, on voit elle est assez pertinente, curieuse, mais alors Viserys, Ouais, c'est vrai que Daenerys, enfin, elle a un peu, on a vraiment on a vraiment l'impression qu'elle subit la vie, quoi. hum, Voilà, et que au final, elle elle se contenterait de pas grand chose, hein. Elle a pas du tout cette vision, enfin, cette destinée targaryenne sur les épaules. Enfin, elle s'en fout. Elle veut juste retourner à la petite maison, à Porte Rouge, enfin, ouais, à à la Bravos. Porte Rouge, là, à Bravos, là où elle se sentait en sécurité, où elle pouvait mater son citronnier. Viserys, c'est totalement l'inverse. Et en fait, elle subit. En fait, elle passe sa vie à subir le, les dessins de Viserys. Bah, alors, là, je mets un peu du côté du diable. C'est vrai que c'est un peu compréhensible parce que Viserys, lui, a connu cette vie. Ouais, il a Cette... connu l'opulence. Il a connu. Alors, ouais, c'est ça. Et donc, il faisait partie des Targaryens, il faisait partie de la famille royale. On dit il avait déjà 8 ans, en fait, quand la révolte de Robert est apparue. Donc, c'est vrai qu'il a des souvenirs. Il a C'est des vrai que souvenirs. Daenerys, sans lui, là, elle a rien à quoi se raccrocher, quoi. Enfin, je suis même pas sûr que, en fait, si Viserys n'existait pas, elle ne saurait même pas que ça serait une Targaryen. Ouais. C'est vrai qu'en fait, elle regrette. Elle a pas regretté quelque chose qu'elle n'a jamais eu, contrairement à Viserys, qui, voilà, a connu, enfin, a perdu des choses, quoi. C'est ça. Alors, je sais pas si on a dit d'ailleurs que Viserys était surnommé le roi gueux. Si, oui, on l'a pas dit, mais ouais, c'est vrai qu'il est surnommé le roi gueux parce que tout simplement, enfin, à force de errer sur l'autre continent, euh, les gens ont eu vent du fait que voilà, c'était censé être les descendants, les dignes héritiers du trône des sept couronnes, et qu'au final, ils sont là enfin, à errer comme des clochards, quoi. C'est ça. Du coup, on va un peu retourner sur là un petit, même gros poids, un peu indice, parce que je parlais de toutes les éléments qui sont apparus dans ce chapitre. Donc, ça va être un peu, ça va être pour toi, tu vois, pour que tu retiennes un peu tous les, que ce soit les personnages, les institutions, les lieux qui sont apparus dans ce chapitre qu'on n'avait pas vu avant. D'accord? Mhm. Alors, du coup, quand Viserys, justement, parle de retourner à Westeros, il parle des différentes familles qui vont, en fait, qui vont trouver les Targaryens, en fait, sur le trône et qui vont se soumettre à lui. Alors là, je sais plus, est-ce que tu te souviens ou pas des familles qu'il a citées par rapport à ça? Ou est-ce que tu les as devant les yeux pour... Je l'ai pas sous les yeux, mais je me souviens qu'il y avait les Lannister, il y avait les Stark. Alors, quand tu parles des Lannister et des Stark, c'est plus pour parler des traîtres, des chiens d'usurpateurs, comme il dit. D'accord. Alors, je me souviens plus exactement qui y avait sur la liste. Alors, il parle des Tyrell. Des Tyrell, ouais. Ok. Donc, les C'est Tyrell, vrai que c'est une maison qu'on n'avait pas citée encore, il me semble. Les non. Tyrell. On n'était pas. Alors, les Tyrell, si tu regardes en appendice, ou je sais que tu peux le savoir, peut-être parce que tu as vu la série, donc Mhm. tu te souviens de Je sais quel... enfin, ils sont sur ils sont sur Haut-Jardin Ouais, et ils sont au sud. C'est enfin ouais, c'est ça. gouverne Donc, au sud. Mace Tyrell, gouverneur du sud. c'est ça. Donc, Mace Tyrell, seul huissier de Haut-Jardin, qui dirige actuellement la maison. Le gouverneur du Sud, comme je te dis, deux sites, enfin, comment dire, deux titres séparés. Donc là, on connaît maintenant euh, tous les gouverneurs. On sait que au nord, On tu a sens qu'il y a le gouverneur du on a nord. Ned Stark. Ok. À l'est. À l'est, on a alors on avait John Arryn qui bah, pour l'instant bah, il vient de mourir donc il va devoir trouver un successeur, mais c'était lui. Bah alors, alors, du coup, qui est son successeur à John Arryn? Ah, petit coquin. Euh, hum, hum, Bah c'est le successeur, bah c'est Robert Arryn qui a 6 ans.
Ouais, c'est ça. Donc, qui est Ouais, l'enfant c'est de ça. Jon Arryn et de... Et de Lady Lysa de la maison Tully. Ok. Le gouverneur du Sud, on vient de le dire, On vient de le c'est dire, c'est Mace Mace Tyrell. Et à l'ouest, on a Tywin Lannister à Castle Rock. c'est ça. Donc là, on vient de citer 4 grandes maisons. Est-ce que tu te souviens des 3 dernières? Tully, Ouais, Martell, Baratheon. exact. On les Baratheons Et ensemble. on a oublié les Greyjoy. Ouais, les Greyjoy et les Lannister, mais qui sont pas qui font pas partie Ah de cette oui, cour. ah oui. Donc, les Tully, qui ne sont gouverneurs de rien, les Martell, qui ne sont gouverneurs de rien, et les Baratheons, bon, c'est un peu compliqué vu que Robert Baratheon est le roi. Donc forcément, Ouais. forcément. Voilà. Donc il a cité les Tyrell en premier. Ensuite, il a parlé des Redwyn, ou Redwine en anglais, mais on va dire Redwyn pour les Français. Redwyn, ils sont affiliés à la maison Tyrell, visiblement. C'est ça. Je tombe sur Lady Olenna de la maison Redwyn, Alors, surnommée la Reine des Épines. Est-ce que je suis alors au bon endroit? ouais, mais Lady Olenna, alors c'est la mère de Mess Tyrell. D'accord. Dis-moi un peu les Redwyn. Alors, Qui sont les Redwyn? les Redwine, alors c'est une maison vassale de la maison Tyrell, justement, Mhm. et eux, c'est des sires de la Trey. D'accord. Alors, en ce moment, c'est Paxter Redwine qui dirige la maison Redwine, justement, et donc il dirige la Trey. Alors, je sais pas si sur la carte on va voir la Trey. J'ai Euh, trouvé au jardin en tout cas. On a... La Trey ici, on l'a tout au sud. Si on suit le chemin voilà, qui part de Haut-Jardin qui va vers Villevieille, si on va encore au sud, on a la Trey. voilà, exactement. C'est bon, tu l'as trouvé la Trey. Ensuite, on parle de la maison d'Harry. Donc D'Harry, comme je dis, bon, la seule personne qu'on connaît de la maison d'Harry, c'est Willem Darry, qui était. voilà, Et c'est vrai que c'est surprenant du coup qu'il cite la maison Darry. pourquoi? Parce que justement, Willem Darry, c'est celui qui a aidé à la fuite des Targaryens. Ouais, non, mais Pourquoi, t'as raison. Alors, pourquoi il les mettrait sur sa liste? moi, j'aurais dit autre chose pour laquelle ça serait surprenant, mais t'as raison. Alors, ouais, mais du coup, tu te souviens, les D'Harry, c'est une maison vassale de qui? De la maison Tyrell, non? Non. Tully? Ouais, c'est une Tully? maison vassale de la maison Tully. Mais alors, du coup, si on se replace dans le contexte de la révolte, la maison Tully, c'est assez chelou. Justement, la maison Tully, si on réfléchit bien, à ce moment-là, il y avait Oster Tully, tu vois. Oster Tully, c'est toujours le sire de Vivzeg, Mhm. et c'était le sire de Vivzeg à l'époque de la révolte. Et on en a déjà parlé d'Oster Tully, parce que c'est celui qui a donné ses 2 filles, Lisa et Kathleen, respectivement, à Jon Arryn et à Ned Stark. Ouais. Et on sait que Ned Stark et Jon Arryn, ils étaient contre Aerys Targaryen à Ouais. l'époque de la révolte. Mais c'est vrai qu'on comprend pas pourquoi, ouais. Pourquoi les Dari voudraient se soulever contre Ouais. Baratheon. Là, on Maintenant sait que pas. je te l'ai dit, c'est vrai que, tu vois. On comprend pas, c'est vrai. Donc Donc là, surtout, toi, tu dis que justement, là, au départ, tu disais que la maison d'Arryn, c'était assez normal, vu que, ok, Willem d'Arryn et tout, il avait justement sauvé les Targaryens. Mais mhm. la maison d'Arryn, si on regarde bien, si on regarde bien leur suzerain, c'est assez étrange qu'ils étaient en faveur des Targaryens. Ouais. Il manque des éléments pour comprendre ce qui se passe là, clairement. Et donc la maison Greyjoy, alors on en a déjà parlé de la maison Greyjoy. Tu te souviens de quel personnage on a déjà évoqué dans la maison Greyjoy? Bah, Théon. La maison Greyjoy, c'est les sires de... Les sires des îles de fer. Qui est l'actuel souverain de la maison Greyjoy? Le Balon Greyjoy. Ok. Dans les personnages qui apparaissent, tu te souviens au moment où Daenerys, Viserys, Syderio et leur suite entrent dans le palais de Khal Drogo, on parle des 300 coureurs de Khal Drogo. Mhm. Ok. Alors bon, je sais que tu as vu la série, donc tu sais pas ce que c'est des 100 coureurs. Je t'avoue, j'ai oublié, parce que Ah, t'as oublié? j'ai oublié, ouais. Ok, d'accord, bah alors, ça on va le préciser par la suite, mais en tout cas, il a 300 coureurs. On parle d'un autre Khal, Khal Moro et de son fils Rogoro. Mhm. Donc alors, du coup, on comprend que Khal, ça peut être peut-être un titre honorifique ou un nom qui évoque justement une fonction, comme le cerf qui évoque un chevalier. Ouais. Ouais, Petit c'est nom vrai. de famille.
Mais on comprend que c'est pas le un souverain, c'est pas un titre ultime quoi. C'est pas le titre ultime qui a voilà que le peuple d'Othraki il est divisé en plusieurs probablement des tribus. C'est peut-être un chef de tribu par exemple. D'accord. Alors toi, tu penses pas, par exemple, qu'ils sont de la même famille qu'Aldrogo et Kalmoro? Pas forcément. Je sais pas. Peut-être c'est un chef de clan. Peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas exactement. Ok. Et donc, on a aussi un homme à la barbe verte qui est le frère de l'archonte de Tyroche. Là, peut-être que ça va être mais c'est pour le préciser parce que sinon ça va être un peu chiant. Mais du coup, ça va être un mini spoil entre guillemets, pas tellement en soi. Mais du coup, c'est vrai qu'on a évoqué les cités libres, et donc il y a plusieurs cités libres qui sont citées justement dans ce chapitre, dont fait partie Tyroche. Alors, est-ce que tu te souviens du nom des cités libres qui sont évoquées dans le chapitre? Il y Pas a plusieurs toutes. livres. Là, je me souviens principalement de Pintos. Ok, donc Pantos, sur lequel actuellement on est. Et tu me dis que Tiroche est une cité libre? Ouais, Tyroche, c'est une cité libre. D'accord. Donc on sait que Tyroche, elle a ce qui semble être un archonte, ce qui semble être quelqu'un d'assez important pour être évoqué. Ouais. Bon, je vois que tu n'en souviens pas parce que c'est assez compliqué, parce que de toute façon, ils sont cités qu'une seule fois, mais il y a aussi Bravos, du coup, Bravo. la maison à la Porte Rouge, à laquelle Daenerys manque. Ouais. Donc il manque plutôt à Daenerys. On a aussi Myr, Ouais. Cohor, Volantis et Lys. Alors je crois qu'il y en a 5 ou 6 que j'ai cités sur les 9 cités libres. Mais ils sont tous. Je me souviens que ça, c'est tous les endroits Ouais, où ont erré les Targaryens. Et donc, ce serait toutes ces villes-là seraient uniquement des cités libres. ouais, D'accord. c'est Ok. ça. Je le savais pas et bon, c'est un très léger spoil. Ça c'est pour ça que Ça aide à la compréhension un peu. ouais. D'accord. Alors, là, je vais revenir sur plusieurs petits points jusqu'à la fin du podcast. C'est vrai que c'est des petits points qui sont pas évoqués, je veux dire, dans le corps même du texte. Donc, c'est vrai je vais revenir un peu dessus point par point. Pareil, il y a deux autres noms de lieux qui sont cités. Le port d'Ibène. Alors, on sait que les hommes du port d'Ibène, tu te souviens à quoi ils sont reconnaissables? Bah, c'est des Renois. Non. Ça, Non, c'est les hommes des CTT. Port d'Ibène, reconnaissable à leur pilosité. De même qu'à sa noirceur d'ébène. Hein. Non, ça c'est deux choses différentes en fait. Si tu lis bien au niveau de la phrase, il dit alors des hommes du port d'ébène reconnaissables à leur pilosité, de même qu'à soit narceur d'ébène ici et là, tel au bureau des îles d'été. En fait, c'est que le premier, la pilosité, ça se rattache au port d'Ibène, et la noirceur d'ébène, ça se rattache aux îles d'été. D'accord. Ok. Donc voilà, on sait qu'il y a des personnes mortes en tout cas, des personnes des îles d'été, et des personnes bien poilues, et des personnes du port d'Ibène. Ok. Ok. Alors, Daenerys, je reviens sur Daenerys, je sais que je fais des allers-retours qui sont pas tellement compréhensibles, mais Daenerys, là, on sait qu'elle a deux surnoms, ou en tout cas deux titres, Daenerys du Typhon. Mhm. Est-ce que tu as capté pourquoi elle s'appelait Daenerys du Typhon? Parce qu'elle est née en plein typhon sur Ouais. Père Dragon, c'est ça? Exact. Et du coup, deuxièmement, je te demande par rapport à Père Dragon, c'est la princesse de Père Dragon. Bah ouais, ok. Alors du coup, pourquoi ça sera la princesse de Père Dragon? Quel lien elle aura avec Père Dragon? Ce serait parce qu'elle serait née là-bas pour toi? Bah ça c'est une explication, mais on sait que les Targaryens, quand ils ont conquis Westeros, ils sont partis de Père Dragon, il me semble. C'est ça. C'est ça. Quand ils ont conquis Westeros, ils sont arrivés sur Père Dragon avant de conquérir les 7 couronnes. Ça, c'est dit dans l'appendice. Mais alors, du coup, pourquoi ça ne serait pas Viserys, le prince de Père Dragon? C'est vrai. Pourquoi ce serait pas lui? Écoute, je sais pas. Ok. Non, mais tu aurais pu avoir des idées, mais déjà, son idée, elle est toute Bah, il est déjà surnommé le roi gueux. Ouais. Alors, du coup, lui, il se présente comme étant... Alors, je ne sais plus si Hilario qui le présente avec les mêmes titres que Ned a présenté Robert, c'est-à-dire roi des Andals, des premiers hommes, des Rhoynar, suzerain de cette couronne, etc., etc. Mais bon, c'est vrai, pourquoi lui il est pas surnommé prince de Père Dragon
En tout cas, pourquoi ce titre revient Daenerys? Peut-être qu'il est pas né sur Père Dragon, enfin je sais pas, je sais pas. Après, Donc ça veut dire que, par exemple, là où est né un enfant Targaryen, le titre lui revient par rapport à son lieu de naissance, c'est ça? ça me semble pas terrible comme théorie. Bon, je sais pas, quand enfin on s'en fout d'où t'es né exactement. À partir du moment où tu fais partie de la lignée et que t'es censé être l'héritier légitime, t'es le prince, voilà. Ok, Ouais, je sais d'accord. pas, bah, je t'avoue, je sais pas, hein. Pour ça, on ne sait pas plus, t'as raison. J'en sais pas plus. Alors par contre, c'est confirmé, enfin, ça a déjà dit dans l'appendice, mais que du coup, je crois que c'est Viserys qui le dit que les Valériens, non, pardon, les Targaryens possèdent le sang justement de l'antique Valérien. Ouais. Alors est-ce que tu te souviens enfin, quand on avait cité justement Valéria? Bah, l'acier valérien, Ouais, là c'est Valérien, donc on vient de l'épée de Ned. on sait que c'est là-bas qu'ils pratiquaient la magie, que c'était. Ouais. Et alors il y a un autre événement par rapport à Valérien qu'on a évoqué la dernière fois. Je te fais juste un petit rappel. C'est qu'on sait qu'il y a eu une sorte d'événement qui était catastrophique à Valéria. Le fléau de Valéria. Voilà, le fléau de Valéria. Ouais. En tout cas, bon, on sait pas trop ce qui s'est passé. On sait juste que, en tout cas, à Valéria, il y a eu cet événement, ce fléau, et donc que les Targaryens en sont des descendants. Oui. Et qu'ils ont trouvé refuge à Père Dragon et qu'ensuite ils sont allés conquérir Westeros. C'est ça. Je crois que là, c'est la dernière chose que je vais évoquer avant la fin de l'épisode. Il y a une troisième religion qui est évoquée dans ce chapitre. C'est vrai. Je l'avais noté un moment. Faudrait que tu me la rappelles. Un truc avec des prêtres rouges. Ouais. Alors c'est vrai que c'est Illyrio qui rappelle souvent. Alors il a deux choses. Illyrio, il parle des prêtres rouges qui sont dans la cité. Et qui Et pratiquent la foi nouvelle, non? non, C'est pas ça? Non. non. La foi nouvelle, c'est la foi que pratique Kathleen. D'accord. La foi nouvelle, c'est le truc avec les sept. Ouais. D'ailleurs, on parle même des sept à un moment donné par rapport à Jorah. Oui, parce que Lorsque- lui, il a été oint des sept huiles par le grand septon en personne. ouais. Alors, le grand septon personne, c'est important de noter. Parce que du coup, on avait déjà parlé des septons. Mhm. On sait qu'il y a des septons, mais il y a l'air d'avoir un grand septon. Bon, ce serait un espèce de pape, quoi. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, la religion dont on parle dans le chapitre, qui a l'air d'être exercée à Pentos, on sait qu'il y a des prêtres rouges. Et alors, je sais pas si tu vois, il y a eu au nom de la lumière. Ouais, Seigneur de la lumière, ouais. Voilà. Donc alors, pour l'instant, on a trois religions. On a les dieux anciens qui sont pratiqués par les descendants des nouveaux hommes, des premiers hommes, excuse-moi, et Ouais. qui étaient aussi pratiqués par les enfants de la forêt. On Ouais. a la foi nouvelle qui est pratiquée dans tout le sud et même qui était pratiquée voilà par les Targaryens, parce que si on regarde dans l'appendice, on sait qu'il y en a même certains rois qui étaient septons en même temps. Ah, bien vu. T'as vu ça où? Alors Alors. Baelor Ier, le bien-aimé, le bienheureux, septon et roi. Ouais. Donc ce serait un peu la religion principale de Westeros. Mhm. La religion pratiquée par voilà, si c'est pratiqué par le roi, ça doit être la religion principale en général. Et D'accord. on a une troisième religion, un peu les adorateurs du Seigneur de la Lumière, pratiqués par des gens avec des prêtres. Enfin, on a des prêtres rouges dedans. Donc pour l'instant, trois religions qui sont dans Westeros et dans cet autre continent, ou en tout cas dans cette cité libre de Pentos. Alors il y a d'autres trucs qui sont évoqués, mais bon là je vais pas en parler. Mais du coup, alors juste je vais revenir sur ça, il y a une deuxième mention de l'île aux faces. Je sais pas si tu l'as vu dans le chapitre. C'est Viserys qui en parle. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression de l'avoir lu. Et bon, c'est vrai que c'est des détails qui sont qui sont noyés dans le flot d'informations, donc je l'ai pas retenu. Tu peux me Ouais, c'est vrai. rappeler? Alors je crois que c'est au tout début, quand il parle, enfin en tout cas quand Daenerys se remémore des îles de Westeros dont Viserys lui a parlé, et elle évoque Dorne, le Val d'Arin, les Airiers et l'île aux faces. Ouais. Ah oui, en gros, enfin, c'est Ouais. un peu, voilà, ok, c'est juste une mention de l'île aux faces comme ça, par Viserys qui raconte un peu.
Bah, alors, en tout cas, les personnes à Westeros, elles ont l'air assez conscientes des lieux qui existent autour d'elles. C'est vrai que, par exemple, enfin, moi, il y a plein de, quand tu lis plein de romans, etc., de fantasy et tout, quand tu arrives au niveau de quelques villageois, alors c'est pas des villageois, bien sûr, ils descendent de la famille royale, mais je dirais ils sont pas conscients des dieux qui existent autour d'eux, alors que là, t'as l'impression que tous les personnages, ils ont bien Ouais, conscience, de leur pays, des continents, des maisons, etc., tu vois. c'est vrai. C'est vrai que dans d'autres romans, bon, les personnages, ils vivent dans leur petite région, ils vont pas voir un peu plus loin, quoi. C'est Mais là, ça. c'est vrai que, bah, en même temps, le système politique a l'air d'être tellement précis et développé dans le Trône de Fer et tout est dirigé un peu par zone. Donc ça fait une géographie très cohérente, très importante. Ok. Alors juste, est-ce que tu te souviens par rapport à quoi on avait cité l'île aux faces? Tu sais à quoi ça fait référence? Les hommes verts, Ouais, exact. qui bah c'est là où là où où se trouvent les derniers barrals du sud. Exact. Ouais, c'est ça. Donc juste, je crois que l'île aux faces, ça se situe au nord, je crois, du lac de la Hutte. Ouais, c'est ça. Bon, bah ouais, bah, je crois qu'on a fini avec ce chapitre. Je pensais Ouais. pas que cet épisode serait aussi long. C'est vrai que tu m'avais dit au départ il y avait plein de choses à évoquer, mais je pensais pas on aurait autant parlé. Bah écoute, plus c'est long, plus c'est bon, hein. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est pas non plus un spoil, c'est que je pense que ça a été le dernier chapitre de vraie introduction, parce que Introduction. ouais, j'ai l'impression que du prélude jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on nous balançait beaucoup d'airs, beaucoup de noms, etc. Enfin, tu sens que l'auteur Martin, il voulait vraiment installer son univers auprès des lecteurs, quoi. D'accord. Bon. Si Donc, je ça crois peut qu'à nous part... permettre d'avoir l'esprit enfin un peu plus centré sur l'action et un peu moins perdu dans le flot d'informations qui nous livrait, Ouais, ça ne peut que faire un peu de bien quand même. attends, je connais la suite et tout, et je crois que c'est vraiment à partir du prochain chapitre où, voilà. L'histoire, là, on l'a posée durant 4 chapitres. Là, à partir de la semaine prochaine, on va commencer un peu à avancer. D'accord. Bon, j'ai hâte. Bon, en tout cas, voilà, comme toujours, j'ai vachement apprécié cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié aussi, avec Guillaume et moi. Et j'espère que vous continuerez à nous suivre malgré la longueur qui s'étend de plus en plus à chaque fois. Hmm. Et là, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. La semaine prochaine pour le prochain chapitre qui sera encore une fois non, qui sera pour la première fois du point de vue de Eddard Stark, le charismatique gouverneur du Nord, sire de Winterfell. On Ouais. se retrouve la semaine prochaine pour ce chapitre avec a priori plus d'action. À la prochaine.